30 reviews en 30 jours. Bonjour. Yes sir. Comment ça va ? Bah écoute, ça va très bien. Et toi, comment ça va ? Bah écoute, ça confine. Hein, on confine comme d'hab. Ça n'a pas beaucoup changé en termes de décor, comme tu peux voir. Non, ici aussi, pas ouais. trop bougé. Voilà. Il n'y a pas eu de révolution. On est toujours assis au même endroit, comme vous pouvez l'imaginer, avec Alex depuis environ 2 semaines. On n'a absolument pas bougé. On se défèque dessus, littéralement. J'ai beaucoup marché ce matin. J'ai fait 3 fois le tour de ma table basse. Ah ouais ? Ouais, j'ai fait mon petit effort quotidien. Eh bah putain, tu me donneras des nouvelles de la salle de bain tout à l'heure, hein. Si t'as le temps d'aller voir ça. C'est le marathon aujourd'hui. C'est ça, ouais, à la mi-temps, c'est journée sport. Exactement, si vous faites du sport, vous aussi n'hésitez pas, faut garder quand même un corps sain dans un esprit sain. Alex a sorti le pull, c'est normal, nous sommes sur la review des Nets. Ce sont les 30 reviews en 30 jours. Même s'il n'y a pas de NBA chaque jour. Ah, il est magnifique, hein. Comme vous le savez, chaque jour Trash Talk sera avec vous. Vous nous avez envoyé plein de messages suite aux reviews qu'on vous balance. Et bah écoutez, merci, on va continuer là-dessus. Breaking news, on est à mi-chemin, hein. On a fait plus de 15 équipes, donc on arrive dans la partie où ça joue sérieusement. Ça peut se regarder notamment dans le rétroviseur et se dire bon bah ça a assuré. Et justement, une vidéo review commence forcément avec un coup d'œil dans le rétroviseur. Bon, en soi, on regarde numériquement et on se dit 30 victoires pour 34 défaites des Nets, on va pouvoir en parler en long et en large. Mais un coup d'œil dans le rétro doit démarrer, notamment avec la situation dans laquelle on était en septembre-octobre dernier, quand on a fait les reviews, la hype était quand même maximale à Brooklyn. Oui, normal. T'avais récupéré Kevin Durant, même si tu savais qu'il allait pas jouer cette saison. Tu l'as quand même dans ton effectif mentalement, c'est quand même cool en termes de projection vers l'avenir pour le groupe, pour le staff et tout. Tu avais récupéré aussi Kyrie Irving. Après, DeAndre Jordan. Kyrie Irving, c'était plus un poste pour poste avec le départ de D'Angelo Russell. Ouais. Donc toute la question était de se poser, ça joue mieux avec Kyrie ou pas, ou quoi. On va peut-être en parler un peu dans cette review. Tu as récupéré évidemment aussi DeAndre Jordan. Ouais. On va en parler aussi de ça, je pense. Hein. Bien sûr, mais comme une autre palanquée de mecs, parce qu'il y a du DeAndre, mais il y a aussi Taurean Prince, il y a aussi Wilson Chandler, il y a aussi Garrett Temple. Exactement, en fait, t'as raison de le dire, ça a beaucoup bougé. Ah ouais. Et comme on en a déjà parlé dans un apéro où on se plaignait un peu du niveau réel des Nets cette saison, peut-être que c'est un des trucs qu'on avait le plus sous-estimé, le fait que ça a beaucoup bougé l'effectif l'été dernier. Tout à fait, il y a eu énormément de changements. Tu perds, il y a des joueurs qui arrivent, mais aussi il faut savoir qui tu perds. C'est-à-dire que tu perds des gars qui sont au centre de ton identité. Donc inutile de dire que quand Jared Dudley passe dans le coin, c'est une standing ovation. Rondé Hollis Jefferson, pareil. D'Angelo Russell, Desmarais Carroll, évidemment. Ce sont des gars qui sont très importants. Et donc la saison démarre avec ces nouvelles pièces à mettre dans l'effectif. Quelques premières interrogations. Au moment où la saison démarre, on ne sait pas encore qu'il va y avoir cette espèce de déséquilibre ou de problème d'alignement, notamment dans les choix de Kenny Atkinson avec son effectif, ce qu'on va savoir par la suite, parce que ça va être quand même un des gros éléments de ce coup d'œil dans le rétro. Le début de saison se fait avec Kyrie. Et il démarre quand même giga fort. Ah le Kyrie, ses premiers matchs, c'est monstrueux. C'est énorme. Ça fait s'il y en a qui veulent se retaper des matchs des Nets, à mon avis, c'est dans le début de saison qu'il faut aller chercher déjà. C'est ce que je disais, c'est ce que j'allais dire, c'est que vu qu'à chaque fois on vous suggère des matchs, le Nets-Knicks de Kyrie où il est trop clutch face à New York, dans la bataille des boroughs, c'est trop bien. Oui, le deuxième match de la saison là. C'est ça. Oui, mais c'est pas son plus impressionnant. Disons qu'il est très clutch. Mais il y a. C'est à revoir parce que c'est la bataille de New York, quoi. Donc, si vous voulez faire ça, c'est grosse ambiance quand même. Et il démarre par 50 pions contre les Wolves quand même. Ouais, dans une défaite par contre. Exactement, une défaite en prolongation, je crois. Une autre défaite où il a été bon, les Grizzlies. C'est deux des 3 premiers matchs sont serrés. Donc après, effectivement, il y a un triple-double aussi quelques temps plus tard. Enfin, le début de saison, les 10 premiers matchs, 10-12 premiers matchs de Kyrie. Ça fait partie des choses que les fans des Nets et ceux qui ont envie de voir à quoi pourraient ressembler les Nets, ça fait partie des matchs que tu peux regarder. Ouais. Bien sûr, il faut se faire ces matchs-là si vous avez un petit coup de blues, de nostalgie. Le problème, c'est que là, on essaye d'en choisir certains, mais la réalité est la suivante, c'est que l'ami Kyrie Irving, quand il faut choisir des matchs sur 64, il n'y en a que 20 de joués. Et ça va être un des gros sujets de cette première saison, notamment de Kyrie, qui ne peut tout simplement pas
être sur le terrain. Il y a un virage qui s'opère avec les Nets qui vont passer dans les mains gentiment de Spencer Dinwiddie pendant l'automne. Contraint et forcé, hein. Bien sûr. Contraint et forcé, Kyrie blessé. Même quand il va revenir, il va se reblesser. Donc oui, c'est Spencer Dinwiddie et plein d'autres gars autour. Et Caris LeVert à partir du moment où, parce que lui aussi il a subi des blessures, il n'a pas du tout joué tous les matchs, qui vont être les deux fers de lance offensifs des Nets cette saison, alors que c'est là qu'on attendait Kyrie Irving, mais comme tu l'as dit, il a joué que 20 matchs, donc ça, c'est pas du tout assez. Hein. Impossible de trouver le moindre rythme. Spencer Dinwiddie qui, souvenez-vous, si vous avez la mémoire courte, était dans nos apéros de discussion de All-Star. On voyait Brooklyn qui était top 8 à l'Est, et Spencer avait sali beaucoup de monde. Je crois il y a du joueur de la semaine, il a sali énormément de gens dans le Money Time, donc on voyait aussi petit à petit Kenny Atkinson retrouver ses bases d'identité, de jeu dur, de jeu de passe. Mais souvent, on en a parlé, Alex, au cours de cette saison, de manière assez régulière. On se disait, l'excitation qu'il y avait à regarder les Nets la saison dernière n'est plus vraiment là quand même. Non, parce que si tu l'as très bien dit à l'instant, le jeu dur, le côté identitaire voulu par Kenny Atkinson était toujours présent, dans le sens où, par exemple, mine de rien, les Nets, bonne défense cette saison. Bonne défense. Visuellement, bonne défense. En termes d'effort, bonne défense. Ouais, Atkinson School. Hein. Ouais. Et en termes de ratings aussi, je veux dire, on a beaucoup vanté la défense du Magic pendant... Qui est top 10, tout à fait. Voilà, la défense des Nets, c'est juste devant. La défense des Nets, en termes de rating, est devant celle du Heat. Qu'on a aussi beaucoup vanté toute la saison, tu vois. Bien sûr. Donc ça, faut quand même le dire. Après, là où je te rejoins, je pense que c'est là-dessus que tu allais en venir, c'est offensivement, c'est... Tout à fait, c'était dur quand on se fait le coup d'œil rétro, c'est sûr que c'était assez dur. On aura l'occasion de développer tout ça, notamment dans le point tactico-technique, comme vous le savez. Dans le coup d'œil du rétro, quand on dézoome au maximum, on est obligé de parler des statistiques, notamment suivantes. Tu l'as mentionné là, en préambule, je crois qu'il n'y a que 5 joueurs qui jouent minimum 40 matchs. Cette saison à Brooklyn, ils ne sont que 5, je crois, je l'ai vu tout à l'heure, il n'y a que 5 joueurs qui jouent au moins 40 qui participent, pas forcément titulaires, on est d'accord. Qui participent à 40 matchs. Dinwiddie, Harris, Taurean Prince, Garrett Temple, Jarrett Allen, DeAndre. 6. 6 joueurs seulement. Ils sont 6 seulement à pouvoir jouer, et on parle de 40 matchs, c'est pas comme s'il y avait eu 10 matchs d'absence, il y a 20 matchs d'absence pour pas mal de gars. Le coup d'œil dans le rétro, comment ne pas parler quand même de monsieur Timothé Luwawu-Cabarrot, qui a fait son petit trou à Brooklyn. De rien, tu vois, tu parlais de 40 matchs, il a participé à 39, notre poteau Frenchie. Après, il est arrivé en cours, donc du coup, ça s'est bien aussi mis en place pour TLC. Ouais. C'était hyper intéressant, certains matchs. Ah, mais carrément, et notamment lui dans l'identité défensive dont je viens de parler là il y a quelques secondes, quelques minutes, il s'est plutôt bien fendu là-dedans. Le côté hustle, effort, on se bat sur les ballons, on essaie de tenir son homme et compagnie. Moi, j'ai trouvé ça vachement intéressant, l'attitude de Timothée là-dedans. J'ai trouvé qu'il a bien participé au rebond. Après, en attaque, pas évident pour lui de s'intégrer dans cette équipe. Mais il a eu quelques matchs, je crois qu'il en a pas à 20 points. Il y en a à 20 points. Il y a eu des... En fait, il y a un à 20 points. Attends. C'est ça. Mais il y a notamment... Je te laisse checker pendant ce temps-là, mais il y a... quand on regarde notamment le passage de Timothée Luwawu-Cabarrot, il y a à la fois de l'offensif, mais il y a aussi du défensif. Voilà, c'est ça. Si vous voulez vous faire plaisir, il y a un match, je crois, contre Houston à Houston, où il essaye de assez bien ralentir James Harden, ce qui est plutôt une des missions les plus dures qui existent sur la planète Terre en ce moment quand on aime le basketball. Il a eu pas mal de missions défensives, donc vraiment intéressant, alors qu'il y avait eu une période de creux. Il y a eu d'abord un très bon démarrage à Philly, puis une période de creux à notamment entre OKC et Chicago, et puis là on le retrouve à Brooklyn, vachement performant. Donc ça, c'était un des bons points. J'espère pour lui que le management va le garder dans l'effectif. Je sais qu'il a une année de contrat non garanti la saison prochaine, on verra. C'est ça. Mais non, c'est contre les Hornets dans un gros blowout. Où du coup, il a joué presque 24 minutes, il a mis 21 points. C'est ça, donc c'était le Timothée Luwawu qu'on avait pu voir pendant sa saison rookie. Hyper intéressant, donc n'hésitez pas, si vous voulez vous refaire certains matchs, à regarder ceux de Timothée Luwawu-Cabarrot. On a le match, forcément, dont on doit parler, du comeback de Caris LeVert à Boston, qui est ce match incroyable où ils ont peut-être 70 points de retard dans le 4e quart-temps, et ils reviennent. C'est à ce moment-là qu'il y a un zoom mondial, en tout cas de la plupart des gens qui regardent le basket, qui vont zoomer sur Brooklyn, parce que, comme tu l'as dit, il n'y a pas Kyrie.
il y a Caris LeVert et même s'il y a cette belle performance, elle est suivie, si je dis pas de bêtises, par un défonçage dans les formes par les Grizzlies qui se foutent de leur gueule. Oui. Et ça va nous mener gentiment à l'éviction de Kenny Atkinson. Disons que cet enchaînement de matchs là c'est tout récent, hein, c'est début mars. C'est ça. Représente finalement assez bien ce qu'on a vu de Brooklyn cette saison. C'est-à-dire du talent, il y en a. De la qualité, il y en a, mais par contre, ça manque d'unité, ça manque de discipline, ça manque de régularité. Régularité de la performance, tout à fait. Voilà, exactement. Donc là, comme tu dis, Caris LeVert fait un match de ouf, mais même Brooklyn montre du mental et revient contre Boston à Boston pour Bien gagner sûr. et tout. Et les Spurs, ils les salissent, il est en triple-double. Voilà. Et entre les deux, il y a une défaite mais cataclysmique, minable, absolument minable contre les Grizzlies, qui est vraiment surprenante. Et puis fin février, il y a toute une série de défaites aussi. Il n'y a pas que des belles, je crois. C'est pas contre vous là, les Hawks, qui prennent une énorme branlée là vers la fin du mois de février. Si, ouais, on s'est amusé, on leur en met 140, je crois. Ils avaient abandonné un petit peu sur le parquet. C'était horrible. Ah bien sûr, avec Jeff Teague qui se régale et tout. Non, c'était chaud. Mais ouais, cette irrégularité, elle est marquante. Alors, évidemment, l'éviction de Kenny Atkinson, ceux qui l'ont toujours pas vu, on a fait un apéro complet à l'époque dans l'ère de cette civilisation. On pouvait s'asseoir dans la même pièce avec deux poufs. Hein. Voilà, c'est ça. C'était avant ça. Ça, c'était avant. Voilà, c'était mieux avant, comme on dit dans le TX. Mais ouais, on avait pu faire un apéro, donc n'hésitez pas à aller le voir. Bon, toute l'affaire, on va pas la reconduire. Ça a été tout au long de la saison une espèce de déconnexion, notamment entre Atkinson, lui ce qu'il voulait, ce que les Nets voulaient, ce que les joueurs voulaient. Surprise quand même. Bien sûr. Ce qu'on peut retenir de ça, c'est que c'est quand même une surprise, quelles que soient les circonstances exactes qu'on connaît pas tout à fait, même si on a cru comprendre qu'effectivement Atkinson, il se sentait peut-être plus en osmose complètement avec le groupe, que le groupe trouvait que son message passait pas forcément, des histoires internes, mais quand même, par rapport au boulot qu'il a fait avec Sean Marks sur les 2-3 dernières saisons, la manière dont Atkinson est responsable, dans le bon sens du terme. De ce retour à la respectabilité. Exactement, et de ce côté, les gros joueurs qui veulent venir de Brooklyn, qui peut potentiellement, parce que c'est pas encore le cas, attention, mais qui peut potentiellement redevenir une place forte de la NBA, c'est grâce aussi au travail de Kenny Atkinson. Donc le voir partir comme ça, alors qu'en plus on est, en cours de saison, un timing tout chelou, c'est vraiment bizarre. Ah bah le jour où, de toute façon la news, je te suis totalement, le jour où la news allait tomber, je pense que même le plus grand die-hard fan des Nets, etc. était sur le cul. Pas vu venir celle-là quand même. C'était impossible à voir. Donc le coup d'œil dans le rétro, par rapport aux projections qu'il y avait, en effet, on savait qu'il n'y aurait pas KD, mais on savait pas qu'il allait avoir tout ça. Si on était encore en septembre dernier et qu'on disait tiens, il va y avoir cette saison, je pense qu'il y avait peu de monde qui pouvait l'envisager. Non, on n'a pas vu venir comme ça du tout. Ouais. Exactement. Du coup, comme vous le savez, quand on a fait le coup d'œil dans le rétro, ensuite on va aller regarder la thune. Allez, la tunasse, l'oseille. Exactement, on va regarder tout de suite où est passé l'oseille. Où est passé l'oseille? La plata, les dineros. Ah, on varie un petit peu. La monnaie, bah ouais. Plata au plomo. Ouais, c'est ça. Ouais, moi aussi, forcément un confinement oblige. Je travaille sur quelques séries où ça parle plutôt de plata que de money, si vous voyez ce que je veux dire. Moi, je suis un peu plus sur le plomo en ce moment, donc si tu veux, c'est pas mal. Dans cette section, on va regarder le plata ou le plomo, justement. Eh bien, à Brooklyn, il y a eu des dépenses, il va y avoir des dépenses, et on fait le point sur les finances. Alex, que se passe-t-il ? Il se passe que c'est bien organisé. C'est du bon boulot de la part de Sean Marks. Par contre, là, t'as pas de flex pendant un moment. Bien sûr. Quand je dis pas de flex, c'est pas de flex. C'est-à-dire que pour moi, cette saison, il n'y avait pas de flexibilité parce qu'il y avait des gros contrats qui sont arrivés. Mais 2020-21, il n'y a pas de flex. 2021-22, pas de flexibilité non plus. Pourquoi ? C'est avec ce groupe. Hein. Exactement. Allez, à quelques petites bricolages près. Quand je dis ça, évidemment, c'est le corps du groupe. Hein. Mais complètement, tu as raison. Oui, tout à fait. Parce que Kevin Durant, gros contrat. Kevin Durant, 38, 40 millions par an, voire un peu plus en 2021 et en 2022. Bien sûr. Même chose pour Kyrie Irving, à peu près un peu moins cher, entre 30 et 35 millions l'année sur les 4 années à venir. Enfin, les 3 maintenant après cette saison-ci. Dinwiddie qui avait été prolongé en scred,
Tout à fait. Levert qui a sa prolongation qui est pas trop chère non plus, Deux assez bons contrats. Et 18 millions tout à fait, qui Ouais. commence à partir de la saison prochaine. Même chose pour Taurean Prince, qui commencera à toucher 12-13 patates à partir de la saison prochaine. Je crois qu'il a signé 2 saisons, je crois, à ce niveau-là. Et le contrat de DeAndre Jordan. Donc tu as Durant, énorme contrat. Kyrie Irving, énorme contrat. Tu as Spencer Dinwiddie, DeAndre Jordan, Taurean Prince, Caris LeVert, et qui est-ce que j'ai dit d'autre? Je ne sais plus, mais il y en a un autre. Bref, un autre, vous saurez le retrouver. C'est Taurean Prince. Taurean Prince, voilà. Ces mecs-là qui ont tous des contrats raisonnables, certes, mais quand même qui coûtent du blé. Bien Tu sûr. ajoutes à ça les quelques contrats, les petits, là, genre Garrett Temple, et il y a cette année, il y avait Joe Harris, on va parler de Joe Harris, Bien sûr. ou Wilson Chandler, plus toute la masse de contrats rookies qu'il y a encore, Jarrett Allen, Zanan Moussa, Rodion Kurucs, Nicolas Claxton. Claxton aussi, intéressant. Et comment il s'appelle l'autre aussi? Je déteste pas la mince, comment il s'appelle? Pinson. Oui, Théo Pinson, ouais. Pinson. Pinson, on dit, non? Ouais, tu À la classe, non, Pinson. Si t'es Yann Eagle au commentaire, tu dis Pinson, et nous, c'était Théophile Pinson, comme on dit. Voilà. Mais voilà, donc du coup, tu vois le nombre de mecs qu'il y a un peu, c'est des contrats, c'est du lock, ça. Il y a très peu de. Il y a quelques team options, je crois que Garrett Temple, il y a encore un peu de marge, mais c'est tout, quoi. Ouais, un des gros dossiers, en effet, comme tu le dis, là, c'est le fait d'avoir ce groupe qui. Tu peux t'attendre à avoir un groupe quasi similaire à la reprise. Tu sais déjà avec qui tu vas te pointer au camp d'entraînement. On précise qu'il y avait encore 5,4 millions de Deron Williams dans les books cette année à Brooklyn ou pas? Ça se mentionne pour toutes les vidéos. Comme Détroit, Détroit qui donne 5 millions à Josh Smith, et bien les Nets donnent encore 5 millions à Deron Williams. C'est comme ça, c'est la taxe du kebab, comme on dit. Exactement. Donc du coup, t'as pas de marge en fait. Enfin, voilà. Non, bien sûr. Tu sais avec qui tu vas devoir jouer. Un des dossiers quand même, tu l'as mentionné, c'est Monsieur Joe Harris quand même. Bah, il est est agent parti. libre, C'est ça. Il est agent libre et Joe Harris, on peut dire ce qu'on veut, mais quand on fait le dessin, comme tu le disais, de ce retour au respect des Nets, avec Sean Marks, avec Kenneth Kinson, Joe Harris, c'est le concours de 3 points, c'est grosse défense et vraiment place ancrée dans la NBA, dans ce style de role-player 3&D qui fait le boulot, c'est Team USA. Tout à fait. Exactement. Et il donc, était là au quart de finale, les 1. Tout à fait. Et on peut dire que le plafond, etc., il est connu, le 3-point contest, etc., on l'a vu, mais ça reste quand même un joueur qui va être très désiré sur le marché et il faut lui filer des thunes. Voilà, tu vas pas pouvoir enfiler tellement, mais tu vas quand même certainement lui faire une offre. Le bon côté des choses pour Brooklyn, c'est que, hormis, je veux dire, leur dossier chaud en termes de contrat, c'est Joe Harris, quoi. Ça va. Non, c'est bien sûr. Bah, t'as Kevin Durant et Kyrie Irving, ça va si tu dois t'occuper de Joe Harris. Si la saison s'arrête demain, d'accord, enfin, je veux dire, elle est arrêtée, mais si elle ne reprend pas, là, 2019-2020, tu te pointes pour 2020-21. Je veux dire, t'as Kyrie Irving, t'as Kevin Durant, t'as Spencer Dinwiddie, t'as Taurean Prince, Caris LeVert, Jarrett Allen, DeAndre Jordan, Zanan Moussa, Rodion. Va dire, t'as un effectif, quoi. Y a tout pas à de fait. souci, quoi. Après, on le sait aussi, l'effectif il est là, mais on sait aussi que dans toutes les grandes équipes qui cartonnent, et on le voit à Milwaukee, on le voit à Los Angeles, il y a toujours ces glue guys, c'est-à-dire ces joueurs qui sont pas forcément là à vivre avec le ballon dans les mains et à déchaîner les réseaux sociaux, mais qui font qu'il y a du ciment entre les briques, et Joe Harris est important dans ce rôle, donc ce sera à surveiller. Ah, complètement d'accord. Vraiment, ce que je voulais dire, c'est que la bonne nouvelle, c'est que tu n'as que ce dossier-là à gérer. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas voir Joe Harris et c'est tout. Et tu vas lui dire, Joe Harris, tu veux jouer avec Kyrie Irving, Kevin Durant, Spencer Dinwiddie, Taurean Prince, machin, ouais, ça t'intéresse. Alors par contre, excuse, mais du coup, on peut te faire un contrat sympa, mais on peut pas non plus te faire un truc de ouf. On est d'accord. T'as les moyens de négocier, mais t'as que ce dossier-là à gérer. Je suis d'accord. Je pose juste une question qui, à mon avis, va faire sourire certains fans des Nets. Si on pouvait échanger le contrat de Joe Harris avec celui de DeAndre Jordan, on signe tous les jours? Ah bah oui, bien sûr. On est d'accord, ok. Non mais on est bien d'accord, tu vois. Non mais je veux dire, par exemple DeAndre Jordan, tu vois, c'est très bien qu'il soit arrivé avec ses 2 copains, ils sont tous potes de Team USA, tout ça, etc. Mais fallait pas le signer aussi longtemps, c'est trop long. Après, voilà, ça faisait partie du package. C'est pas cher, mais c'est trop long. C'est pas très cher et ça faisait partie du package. Mais on est d'accord en tout cas que si on pouvait choisir en tout cas en termes de thunes à donner à quelqu'un qui est de manière pertinente dans l'effectif, ce serait plus Joe Harris que DeAndre Jordan. Mais si Joe Harris il accepte un contrat comme ça, c'est que du bonheur pour les Nets. Ça par contre, faut voir. Voilà.
C'est bien ça dont je parle, mais c'est le seul dossier que tu as à gérer. Donc ça va. Si je sors et que je lèche une barre de métro et que je me mets en mauvaise santé, voilà, c'est ce genre de si, c'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà, on est sur le bon thème. C'est ça. Du coup, voilà pour le point finance. Dites-nous ce que vous pensez dans tous les cas, que vous soyez fan des Nets ou vous observiez tout ça de très loin. Il y aura aussi un autre point financier à prendre en compte. C'est le fait quand même de devoir continuer à verser quelques sous à notre ami Kenny Atkinson tout en recrutant un entraîneur. Et Si je de dis pas de payer bêtises. Tyronneau. Et de payer, de payer un coach, on va dire. De payer un coach. Ah Dans bon, tous les pardon, cas, nous, j'ai mal compris. non, dans tous les cas, Alex, nous, on va devoir s'occuper, si je dis pas de bêtises, d'un petit point technique. Ouais, hop. C'est l'heure du hashtag, parfait. Eh bien, c'est l'heure du point tactico-technique. Le point tactico-technique, Avec un gros H. comme Joe Harris. Comme Harris. Exactement. Nous sommes sur le point tactico-technique. Vous le connaissez, c'est simple dans cette section. On va parler un petit peu stratégie. On toque à la porte. Il y a quelqu'un. Ah merde, il est où Kenny? Ah bah Kenny, putain, ils ont tué Kenny, Kenny bande d'enfoirés. Qu'est-ce qui se passe? On va parler stratégie tout de suite avec nos amis les Nets. Regardons un petit peu ce qui a été proposé et malheureusement, projetons-nous sur ce qu'on aimerait qu'il soit proposé. Alex, sur la saison, tu le mentionnais tout à l'heure, la défense est bonne quand même de Kenny. Oui. La défense mise en place par Kenny Atkinson est meilleure que celle de l'année dernière, je pense, et visuellement, et notamment aussi dans les chiffres. Mhm. J'ai pas vérifié les chiffres, mais en tout cas, je suis quasiment sûr que les chiffres sont meilleurs. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que l'irrégularité des résultats des Nets, l'irrégularité dans leurs prestations est venue de l'attaque. Mm. Et ça, moi, je m'y attendais pas forcément parce que je trouve que l'année dernière, ça partageait mieux le ballon et tout. Là, cette année, j'ai vraiment été sur ma faim au niveau de l'attaque des Nets. Mhm. Par contre, je dois avouer qu'à plusieurs reprises, comme c'est une équipe que j'aime beaucoup et qu'en plus j'étais intrigué de voir un peu Kyrie, tout ça, comment ça se passait, je les ai beaucoup regardés. Bonne surprise la défense, les bons efforts, Jarrett Allen a progressé, comme tu le disais très bien, un col bleu à la Joe Harris, ça marche bien, Taurean Prince, c'est pas un feignant en défense, tu vois, donc il y a tous ces joueurs comme ça qui ont fait des efforts, mais par contre, voilà, après je pense que tu vas être d'accord avec moi là-dessus, sur l'attaque, on est quand même vachement sur notre fin, quoi, sur cette saison-là. On est complètement sur notre fin. Malheureusement, je savais que dans cette vidéo, il y aurait un moment un peu bouc émissaire. Ne vous inquiétez pas, on aura l'occasion d'aiguiser nos couteaux à d'autres moments. Mais s'il y a bien une équipe qui me fait penser à Boston, quand il y a eu une transition, à un moment où il y avait un joueur, et ensuite il est parti et ça allait beaucoup mieux, et là il y a un joueur... Et il arrive en soi à Brooklyn, Kyrie Irving, et le but ici n'est pas de trouver un bouc émissaire et de dire tout est de la faute de lui, absolument pas. C'est simplement que ce qu'on a vu dans la construction des Nets, c'est qu'on a vu l'année dernière notamment et les années précédentes, une équipe qui devait vivre par le partage de la balle et par ce mouvement de balle. Parce que intrinsèquement, le talent t'empêchait de pouvoir dominer d'autres équipes d'un soir à l'autre. C'est-à-dire que D'Angelo Russell pouvait éventuellement cartonner, mais 80% du temps, les Nets remportaient collectivement. Et tu devais passer par là. Malheureusement, là, avec cette année, avec, comme tu l'as dit, autant de changements dans l'effectif, et avec cette puissance intrinsèque de Caris LeVert qui augmente, de Spencer Dinwiddie et de Kyrie Irving, il y a eu beaucoup plus de démerde yourself et un peu moins de partage de cuir. Complètement. Ouais, moins de mouvement de balle, moins de système loin du ballon, plus d'ISO. Bon, Kyrie Irving, en même temps, t'as un joueur pareil, t'as envie de l'isoler quand même de temps en temps, surtout Bien face sûr. à certains défenseurs extérieurs qui sont un peu plus faibles que d'autres. Ça, moi, je comprends tout à fait. Maintenant, clairement, entre la blessure de Kyrie et tous les changements de joueurs, du coup, ça nous a produit, et je cherche pas forcément des circonstances atténuantes, hein, je cherche à expliquer aussi ce qui s'est passé, c'est-à-dire que t'as quand même Kevin Durant, il est blessé, on savait qu'il jouerait pas. Ensuite, Kyrie, il a remplacé D'Angelo Russell, mais il a joué que 20 matchs. Et ensuite, t'as quand même beaucoup de joueurs sur les ailes qui ont bougé. Donc, tout ça mis bout à bout nous donne la saison qu'on a vue, c'est-à-dire une saison vraiment pas terrible, quoi, offensivement. C'est ça. C'était pas beau les Nets offensivement, on va pas se c'était- mentir. Hein. C'était clairement pas beau. Et quelque part, quand tu vois le dossier qui ressort là, en février avec Kenny Atkinson, enfin là en tout cas en fin de saison, et que tu vois qu'il se fait virer,
Maintenant que tu regardes en arrière, tu comprends aussi un petit peu plus quelque part ce qui se passait sur le terrain. C'est-à-dire que tu vois aussi des joueurs qui n'appliquent pas, forcément les vétérans n'appliquent pas ce que leur coach le demande, parce qu'ils sont tout simplement pas d'accord. Il y a eu aussi des bruits qui ont fuité, que ce soit par rapport à l'impact d'un DeAndre Jordan. Bon, il a essayé de faire ce qu'il pouvait en sortie de banc, mais quand un joueur est du matin au coucher pas d'accord avec son coach, pareil pour un Taurean Prince par exemple, il y a eu aussi quelques petites rumeurs qui sont sorties sur le fait qu'il n'était pas forcément d'accord avec son utilisation à certains moments. Mais dans une équipe où tu dois essayer de t'en sortir, offensivement, c'est impossible qu'une équipe aille. Si rien que déjà pour aller dans un restaurant à 15 on the road, tu n'arrives même pas à prendre la commande pour tout le monde. Enfin, je veux dire, c'est pour ça que je ne veux pas faire un parallèle permanent avec ce qui s'est passé à Boston, mais combien de fois on voit chaque saison des équipes où la cohésion d'équipe n'y est pas, et donc en attaque, tu ne t'y retrouves pas. Ouais, tout à fait. Tu es régulier et tu mises que sur le talent, du coup, et tu n'es pas sur du jeu collectif, et du coup, ça se voit. Et du coup, ça se voit exactement. Donc, malgré toutes les prémices et les promesses qu'on avait pu avoir pendant l'été, on se disait oui, Spencer, ça s'entend bien avec Kyrie, et puis il y a des nouveaux gars qui vont pouvoir s'éclater, et puis il y a une dynamique un peu plus portée vers le titre, etc. Bah, dans le jeu, je te suis totalement, ça n'y était pas. Un peu de défense, trop d'irrégularité. Le jeu de Kenny Atkinson était assez bon comme symbole de la saison des Nets, quoi. Voilà, et donc, quelque part, c'est certainement là, on vient certainement d'expliquer le départ de Kenny Atkinson. C'est ça aussi. Quant à la cohésion et l'envie entre Dinwiddie et Kyrie de jouer ensemble, moi je trouve que ça s'est pas trop vu cette saison sur le peu de matchs qu'il y a eu où ils étaient disponibles. Oui, c'est ça. Pas assez de matchs, je pense vrai. aussi, où ils ont été disponibles tous les deux. Donc, forcément, sur le terrain, c'est un petit peu compliqué. On en a parlé, dans tous les cas, en long et en large de ce qui s'était passé avec Kenny Atkinson. Donc, n'hésitez pas à avoir l'apéro. Nous, on va passer un petit peu plus de temps, je pense, sur une grosse question. Alex, si ça te dit. Ouais, allez, vas-y, envoie. Eh bien, je crois que c'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. La pregunta de la muerte. La question de la mort, exactement. La question de la mort. Joe Tsai est-il un propriétaire ou un tyran ? C'est une des questions qu'on peut se poser. Kevin Durant va-t-il revenir à 80% de ses capacités ? Kyrie Irving est-il le nouveau maire du Massachusetts ? Non, il y a plein de questions qu'on a pu se poser sur les Nets. Et Alex, il y avait un sujet que tu voulais mettre en avant, je te laisse le proposer. Ouais, la question que je me pose et que je trouve qui est un peu une petite question de la mort côté Brooklyn sur cette saison 2019-2020, c'est est-ce que cette suspension actuelle des compétitions de la NBA, est-ce que ce serait pas une bénédiction pour les Nets en fait ? Une bénédiction ? Est-ce que c'est pas ce qui pouvait leur arriver de mieux, presque quelque part ? Alors vas-y, développe dans quel sens ? Dans le sens où tout ce qu'on vient de dire là, c'est que ça marche pas, c'est qu'il y a eu des blessures, c'est que du coup ils ont viré leur coach et compagnie, ok ? Du coup ils ont viré leur coach, je sais pas si c'est un du coup vraiment, mais il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans cette saison, il y a des résultats qui sont pas terribles, il n'y a pas de continuité dans le jeu offensif, il y a un coach qui va donc changer, hein. Pour l'instant nous, au moment où nous tournons, nous n'avons pas d'informations sur la date de signature de Tyronn Lue, donc pour l'instant on peut pas s'avancer. Ça suffit avec Tyronn. Voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a deux cas de figure. Tu vas voir. Il y a deux cas de figure. Il y a la saison qui reprend. La saison raccourcie et tout ça, des playoffs, machin et tout. On sait pas trop les dates et tout. Ça reste encore du domaine du possible. Et il y a la saison qui reprend pas. Ok ? Et donc, saison blanche, ils bricolent ce qu'ils veulent et on se retrouve tous pour une saison 2020-21. Ok ? Dans le cas où la saison reprend, en fonction du timing dans lequel elle reprend, est-ce qu'on pourrait, par exemple, imaginer avoir un Kevin Durant, par exemple, sur le parquet ? Peut-être ? Non, je sais pas. En fait, il avait l'air prêt, là. Moi, j'ai vu des images. Franchement, il n'a pas l'air d'être loin de jouer. Hein. KD a rejoué un petit peu dans un setting un peu privé où ça se voit qu'il peut retrouver gentiment ses marques, clairement. Après, encore une fois, on sait aussi que la différence entre les workouts Instagram et un vrai entraînement en 5-5 avec contact, on le sait, c'est voilà, il y a une grosse marge. Il y a de la marge, hein, ça, faut qu'il joue et tout. Mais... Exactement. Et quelque part, il y a de la marge en termes de temps devant les joueurs NBA en ce moment, quand on ne sait pas, comme tu l'as dit, quand la NBA pourrait ou va reprendre ou ne va pas reprendre. Tu peux avoir un scénario dans lequel la saison reprend et puis waouh, incroyable, t'as KD qui est là. Mais est-ce que Kyrie peut être là aussi ? Je sais plus les délais de sa blessure.
Je me demande en fait si c'est vraiment si bien que ça qu'il puisse y avoir un, un bout de saison tellement bizarre en plus parce qu'on ne sait pas à quoi il va ressembler. euh, dans lequel dans lequel quoi du coup c'est sous Jacques Vaughan. Ah, attends. Attends. J'en suis pas là. Je te Ah bah préviens, ouais c'est mais une moi j'en question suis de la là mort. là. C'est une question de la mort qui a duré 3/4 d'heure. D'accord, vas-y. Non, moi j'en suis pas là. J'en suis à... En fonction de... Je suis dans mon hypothèse première qui est si la saison reprend, à un moment ou un autre, mettons en juin ou je sais pas quoi et tout. Ça veut dire qu'avant, il y aura eu des possibilités d'entraînement plus ou moins à huis clos pour les joueurs où ça sera pas un vrai camp, ça sera pas un vrai training camp, hein, mais un mini training camp pour se remettre dans le rythme. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font de la grosse quinzaine de derniers matchs de saison régulière? Est-ce qu'ils les font jouer? Est-ce qu'ils en font jouer une partie? On verra parce que c'est un tel bordel que c'est pas simple et tout. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vu les délais et vu qu'on en est, que c'est pas pour demain la veille si ça doit se produire, il y a du temps. Et ce temps joue en faveur d'un joueur comme Kevin Durant qui est blessé, qui a besoin de temps pour revenir. Après, est-ce qu'il pourra monter en régime suffisamment? Je suis d'accord, il y a de l'incertitude, mais le temps joue dans son sens. Dans le sens où il a besoin de temps pour revenir, pour que sa blessure soit bien guérie, quoi. Je suis d'accord. Là-dessus, je peux te suivre. C'est ça que je veux dire. Il faut du temps même pour Kyrie, qui a été opéré. Il faut du temps pour KD, c'est très bien. En fait, le temps, là où je le trouve extrêmement bénéfique pour les Nets, c'est que dans une situation là où tous les joueurs NBA sont dans la même merde, entre guillemets, et qu'il y a des équipes qui savent de base que leur free agency doit être hyper active, on l'a dit en prémisse, ce groupe-là, il est fixe. Moi, là où le temps joue pour les Nets, c'est que si tous les jours, il faut faire un FaceTime et les mecs, ils doivent créer une vraie cohésion d'équipe comme ils peuvent. Ils savent avec qui le faire. Parce que ils les savent joueurs, avec ils qui les le faire connaissent. parce qu'ils savent qu'il sera là en octobre. Et ça, là-dessus, Bon. je les suis. Avant même de se ramener sur un parquet, je trouve ça bien que les mecs savent déjà qu'il n'y a pas cette incertitude-là par rapport au market. Exactement. Bon, après, il manque l'entraîneur quand même, hein, mais ça va peut-être tomber, on va voir. Et c'est là-dessus que j'ai un petit peu plus de doutes en soi sur la question, mais même si en effet je la comprends, mais où je me dis, est-ce que c'est si bénéfique que ça? C'est bénéfique que s'il y a vite un coach. Et alors là, à l'heure actuelle, je pense que personne ne fait un entretien en FaceTime, quoi. Mais de toute façon, ils l'ont viré, il n'y avait pas de suspension d'annonce et ni rien. Ils l'ont viré en pleine saison. Bien sûr, ouais. Ok. Donc de toute façon, ils avaient l'intention de le virer. Et de toute façon, ils avaient l'intention de filer un peu les rênes. Enfin, de le virer. Enfin, de dire, il a été viré, Kenny Atkinson, et ils avaient l'intention de filer les rênes à Jack Vaughn et d'aller voir en play-off. Ils étaient partis pour aller en play-off, les Nets. Oui, tout à fait. Non, si j'interviens juste là-dessus, c'est par rapport à, on le sait, l'étymologie. Il y a eu séparation mutuelle. Oui, pardon, oui, c'est vrai, ils l'ont pas viré, autant pour moi, tout à fait. Il a pas démissionné, c'est d'un commun accord, tout à fait. Voilà. Mais en plus, c'est sûrement vrai, donc je n'ai même pas de mauvais esprit là-dessus. En fait, on s'en fout. Le résultat est que Kenny Atkinson n'est plus là et que maintenant, c'est Jack Vaughn qui a les rênes. Bon, Jack Vaughn, moi, personnellement, je l'ai déjà vu coacher un peu au Magic, notamment, et tout, pas convaincu, mais après, c'est un autre sujet. Mais, en tout cas, les Nets, avant qu'il y ait cette suspension qui tombe, ils étaient partis pour aller en play-off avec Jack Vaughn. Et a priori depuis la 7e position, puisque sans leur faire offense, même si tu finis la saison régulière avec tous les matchs qui restent à jouer, je sais pas comment ils vont chercher la 5e ou la 6e place, Non, ils sont un peu loin. Ils sont un peu loin, tu vois. La seule discussion, c'est de savoir si tu tapes Milwaukee ou Toronto au premier tour, c'est tout. Exactement, c'est est-ce que tu te fais rattraper par le Magic ou pas. Donc elle est là la question. Donc premier tour compliqué, quoi qu'il arrive. Et ben dans le sens où, c'est pour ça que je dis dans ce sens-là, je trouve ça intéressant pour les Nets cette suspension, parce que premier tour compliqué avec Kevin Durant ou premier tour compliqué sans Kevin Durant, c'est quand même pas le même délire. Et je parle même pas de Kyrie. Non, bien sûr, mais je me demande, en fait, j'arrive pas, j'avoue que même si j'essaye, je n'arrive pas à me projeter dans une potentielle situation à partir du moment où je ne sais pas qui dirige ces hommes-là, quoi. J'avoue que ça me bloque trop. Pour les joueurs, je comprends. Pour la rééducation de KD, je comprends. Mais en effet, une situation où t'as Nets Raptors au premier tour et où t'as un KD qui est là, etc. Bon bah merveilleux, ça se trouve le mec il peut faire des dingueries, on sait jamais. Mais après 9 mois, aussi loin de ses coéquipiers, sans automatisme, enfin je veux dire ça peut aussi se retourner contre les Nets. Hein. Enfin je veux dire tu peux aussi te faire sweeper par les Raptors. C'est une question que je pose. Ouais, est-ce que la suspension actuelle n'est pas potentiellement une bénédiction pour les Nets? Moi je pense pas. Je me mets dans la position où
Ils vont vouloir un player's coach, comme on dit. Enfin, a priori, quoi. C'est ce que j'ai compris. Moi, le message que je lis entre les lignes, c'est un peu ça quand même, t'es d'accord? Ce qui n'est pas le cas de Kenny Atkinson, qui est plutôt un faites ce que je dis, point barre. Tu vois, c'est vrai, on est d'accord. Il y a d'autres coachs qui ont des méthodes de management un peu différentes. Avec KD et Kyrie à la tête de l'effectif, s'ils sont tous les deux healthy ou à peu près à 100%, c'est quand même pas la même équipe que tu joues en face. Je dis pas si elle est mieux, moins bien ou quoi, c'est juste extrêmement différent et le niveau de talent est énorme du coup. Quand tu mets Kyrie, KD, Caris LeVert, Spencer Dinwiddie, Taurean Prince, enfin je veux dire le niveau de talent il est quand même sérieux quoi. Ouais. Voilà, donc ça c'est ma première hypothèse. Si la saison reprend et que un KD, voire un KD plus un Kyrie sont prêts à participer un peu au camp d'entraînement et ont une dizaine de matchs de saison régulière pour se mettre un peu en route avant des playoffs plus ou moins raccourcis ou je sais pas quoi, c'est pas les mêmes Nets que tu vois. Alors est-ce qu'ils sont meilleurs ou pas? Bien sûr. C'est quand même un délire pour eux, cette suspension. Non, bien sûr, je comprends. Après, moi, voilà, je te le dis, très perso, toi, déjà... T'y crois pas, toi. Bah, en fait, déjà, plusieurs points. Le premier, c'est que déjà, plus les jours avancent, moins j'ai de capacité à envisager qu'il y ait une fin de cette saison 2019-2020. Enfin, je veux dire, une reprise de la saison 2019-2020. Tout à fait. Pour ça, plus qu'il y aura... ça, pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire. Ça, c'est trop tôt pour savoir. Mais moi, plus ça avance, moins je vois de scénarios dans lesquels ça peut se produire. Mais bon, ça, c'est autre chose. Par contre, la deuxième aussi, c'est que s'il y a bien quelque chose qu'on a pu voir par le passé et qu'on oublie un petit peu souvent parce que on regarde forcément à 24 heures, 48 heures et pas souvent à 7-8 ans en arrière. Mais on a déjà vu ce que ça a donné pour des joueurs, que ce soit en situation de lockout ou de sortie de blessure ou autre. Quand tu as autant de temps passé sans basket collectif et que tu reprends, il faut plus de 1 mois pour retrouver son rythme en équipe. Et donc du coup, en fait, même si dans un scénario, ils arrivent à tous se retrouver sur le parquet, si c'est pour se faire démonter, en fait, j'arrive pas à voir où est le positif. Ok. J'arrive pas trop. J'arrive pas, mais sauf, le truc, c'est sauf si il y a, en sortie de confinement, un coach qui commence à sortir du lot, un vrai recrutement d'entraîneur, et à ce moment-là, d'avoir ce temps-là en ce moment pour que Kyrie et KD, ça parle que de basket et de ce qu'ils veulent faire à Brooklyn et de comment s'entendre, et peut-être même, tu vois, parler avec Joe Harris tous les matins et genre, gros, on est sur une situation là où on peut... Tu crois pas qu'on peut aller taper les Bucks ou les Raptors la saison prochaine, genre reste avec nous, prends un contrat, si tu veux, même sur 1 an, et tu repars sur la Free Agency 2021, ça par contre, je veux bien y croire. Et donc, ma deuxième hypothèse, c'est... l'hypothèse où il n'y a pas de reprise de cette saison 2019-2020, où on débarque direct sur 2020-21. Et là, moi, je dis, bénédiction pour les Nets, clairement. Les mecs font une saison irrégulière avec des blessures dans tous les coins. Kyrie, tout ça, c'était un premier jet. KD est sur le banc. Autant repartir sur un truc tout neuf en oubliant 19-20. Tu vois ce que je veux dire? Non, et sûr. Repartir sur un camp d'entraînement. Là, pour le coup, un vrai camp d'entraînement de pré-saison avec les joueurs a priori prêts à 100% guéris. Là, pour le coup, c'est cool. Donc, c'est pour ça, je te dis. C'est clair. Il y a un côté très... c'est-à-dire qu'en même temps, cette suspension, c'est un peu vraiment un coup dur pour nous, les fans de basket, pour la plupart des franchises, la plupart des joueurs qui étaient complètement en rythme et tout. Pour les Nets, écoute, franchement... Non, bien sûr. Là où je te suis totalement, c'est... Aujourd'hui, tu te pointes dans le bureau de Mike Budenholzer et tu lui dis que la saison, elle peut pas reprendre, t'es saoulé. Il est saoulé. Si tu veux aller voir Nick Nurse, il est saoulé. Si tu veux aller voir Brad Stevens, t'es quand même bien saoulé. Va voir LeBron et Frank Vogel. Non, bien sûr. C'est fini, les gars. Et c'est en ça que pour les Nets, je peux le comprendre. Sous cet angle-là, complètement. C'est-à-dire qu'une saison dans un scénario où il n'y a pas de vainqueur dédié, pas de trophée, pas de quoi que ce soit, les Nets étaient passés entre les gouttes et t'es juste content de démarrer 2020-21. Complètement. C'est oublié direct. Va voir les Clippers, Doc Rivers et Kawhi leur dire non, ça reprend pas. Les mecs étaient en train de doucement monter en régime. Tout était nickel là. Non, mais je pense qu'ils sont saulés aussi. Ils auraient bien joué des playoffs là. Tout à fait. Ils auraient bien joué des playoffs là, les Clippers, tu vois. Totalement. Ils sont saoulés, mais que les Nets utilisent bien à ce moment-là cette opportunité pour se dire les gars, par contre, là, on savait tous en secret que c'était bénéfique entre guillemets pour vous. Ramenez-vous avec une vraie cohésion d'équipe, un vrai coach et un jeu qui a été développé pendant l'été. Et là, je veux bien. Parce que si on se ramène en octobre, comme tu dis, après 6 mois, et en fait, les mecs, il n'y a pas de rythme, il n'y a pas de cohésion, et le recrutement du coach, il a été un petit peu critiqué, alors là... Non, mais ça, c'est le jeu des trêves. On verra ce qui va se passer pour les Nets. Déterminant, hein.
sur la saison prochaine, évidemment, mais dans un premier temps, mon premier constat, c'est que parmi toutes les équipes là qu'on a faites en review, là, on commence à rentrer dans les équipes qui vont en priori, qui sont play-off up, tu vois, dans le cas où la saison reprend. Et ben moi, je trouve que les Nets font partie de celles qui, finalement, sont là. Et ben cette suspension Les Sixers n'est pas un si gros problème pour eux. Bien sûr. Non, les Sixers, on va en parler plus tard. On va en reparler un peu plus tard. Dites-nous ce que vous pensez en tous les cas de cette question de la mort, savoir si justement cette suspension de la saison à voir en fonction des scénarios à venir est une bénédiction ou pas. Alex, nous on va devoir décerner un petit trophée, je crois. Allez, on y va, The Gerrard. Tout à fait, c'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or, le Gérard d'or. Alex, elle est où la spatule ? Elle est là. Allez. Hop, on va essayer de s'appliquer. Hop. Et alors ? Écoute, c'est assez joli. Propreté, c'est assez joli. efficacité. C'est très très propre, c'est efficace. Tout à fait. Nous sommes à Brooklyn, vous le connaissez, le Gérard d'or, c'est simple, c'est le trophée du peuple. En fonction de ce qu'on a vu et ce qu'on a envie de voir, il y a un joueur sur lequel on va mettre le gros radar. Alex, c'est qui chez toi à Brooklyn ? Monsieur Caris Levert. Oh, clic. L'ami de Booba. Tout à fait. Pourquoi je le prends lui en Gérard d'or ? Parce que déjà, je trouve qu'il a un jeu de Gérard. Déjà. Oui, bien sûr. Il a un jeu à la Gérard. Il a un jeu, voilà quoi, il pourrait s'appeler Gérard Levert, franchement, ça fonctionne très bien. Gérard Levert, ça fait beau, c'est le maire d'une petite bourgade. Gérard Levert. Ouais, enfin bref, il pourrait s'appeler Gérard. Oui. Je trouve que son cas est très intéressant, m'intrigue beaucoup parce que son talent est absolument indéniable. On a parlé tout à l'heure de son match absolument énorme contre les Celtics. Ouais, et contre les Spurs aussi. Comment ? Contre les Spurs en triple-double aussi. Ouais. Il a eu toute une partie de la saison là où il a été blessé, il n'a pas pu jouer grosso modo le mois de décembre, avec la fin de mi-novembre jusqu'au tout mois de décembre, quoi, un mois et demi presque. Après, quand il est revenu, il a fallu se mettre un peu en route. Et une fois que ça a été en route, là, à partir de... Enfin, son mois de février est vraiment très bon. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et puis début mars, il n'y était pas pour rien dans la bonne série de victoires sur laquelle restaient les Nets juste avant qu'il y ait cette suspension qui soit annoncée. Il y a le triple-double contre les Spurs dont tu as parlé. Il y a un bon gros match aussi contre les Lakers avec une victoire à l'extérieur à Los Angeles quand même. Donc bon, Caris Levert a du talent. Caris Levert peut mettre dans le vent la plupart de ses défenseurs. Il fait des efforts défensifs que je trouve pas minables. La question que je me pose, c'est quelle est sa vraie situation à lui une fois que KD et Kyrie sont là à 100%? Quel est son vrai rôle? Tu le mets où? Tu vois, il est pas comme Joe Harris, lui, hein. C'est pas le même joueur de joueur. C'est un peu criminel de pas lui filer des ballons quand même, quoi. Moi, je trouve, hein, perso. Donc, du coup, il a ce côté Gérard pour moi parce que je pense qu'il peut devenir un facteur X, essentiel pour les Nets. C'est-à-dire que si dans le futur, autour d'un Kyrie et d'un KD, tu as un Caris Levert performant, bah putain, ça, à mon avis, c'est l'un des plus gros challenges du prochain coach. Très bien. Voilà. On le garde dans le 5, hein? Bah, a priori, oui. A priori, hésite, oui. Mais, bah, tu sais, s'il doit être 6e homme pour avoir vraiment beaucoup de ballons, après, il y a aussi le cas d'Inouidi à gérer. C'est donc, ça. Il va falloir. Je te dis, le challenge du nouveau coach, il est là pour moi. Ok. Eh ben, écoute, en tout cas, toi, tu le garderais plutôt en titu et à voir ce que ça pourrait Plutôt, oui. Ok. Bon, nous sommes d'accord au moins là-dessus. Monsieur Caris Levert, tout à fait, c'est le Gérard. Alors, évidemment, les Gérard, d'habitude, on prend des joueurs voilà, de seconde zone. Donc, dans la plus pure tradition, je vais prendre Kevin Durant. Ouais, c'est un Gérard d'or un petit peu particulier hein, que je me permets aujourd'hui. J'aurais pu en prendre plein, notamment la bataille Jarrett Allen-DeAndre Jordan. Ouais. Selon DeAndre Jordan, en 2020, c'est encore un pivot titulaire en NBA. Ça, après... C'est à cause de son shoot, c'est grâce à son shoot. C'est un autre débat, c'est ça. Non, en fait, je reste sur ce que je pensais à partir du jour où KD a décidé de signer chez les Nets. C'était de se retrouver avec lui sur le terrain et de enfin démarrer l'ère Brooklyn. Qui est le Kevin Durant des Nets? On a vu le Kevin Durant des Warriors, qui était létal au niveau scoring, mais on a vu aussi ce que ça pouvait donner en termes de vraie place dans une franchise en termes identitaires par rapport à un Stephen Curry. On a vu le KD du Thunder, on a vu le KD qui a été pas mal burné sur Twitter à cause de ses comptes, on a vu le KD qui avait des déclarations parfois bizarres. Ça y est, on y est, on va rentrer gentiment dans cette ère-là de Kevin Durant, qui est une ère où c'est le patron de sa franchise, d'une franchise qui va être attendue en tant que contender,
retour de tendon d'Achille. Quel est le KD qui revient du tendon d'Achille ? 32 ans. 32 ans. Quel est tous ces éléments. Quel est le KD, leader d'une franchise ? Et Dieu sait s'il y a eu des questions autour de ça. Est-ce que c'est un leader qui est capable de mener son équipe techniquement, individuellement, oui. Mais est-ce qu'en termes de leadership, est-ce qu'il peut faire ça ? Je ne sais pas. Quel est le KD qui va s'entendre avec son futur coach ? Comment est-ce que ça va se passer, en fait ? Et donc, tout ça dans le sentiment qui me fait le plus chier là, ces derniers temps, quand il n'y a pas de NBA, c'est le joueur, quoi. Putain, je revois des highlights de KD et c'est incroyable. Il me manque trop. Le basketteur me manque trop. Il est trop fort. Il est trop fort. Il est beaucoup trop fort. Et en fait, tout ça là fait que peut-être, je sais pas encore, mais il y a moyen que Kevin Durant soit le joueur que j'ai le plus hâte de voir au quotidien la saison prochaine. Le joueur, le leader, la franchise. Genre, c'est quoi les Nets ? Qu'est-ce que ça va être les Nets de KD ? Ça me fascine. Et donc à partir de ce moment-là, bah ouais, c'est mon Gérard. À quel poste il fait jouer ? Qu'est-ce qu'il met exactement comme coéquipier autour ? C'est ça, KD à l'ouest, on a vu ce que ça donne. KD à l'est, ça donne quoi ? Comment tu t'organises ? Est-ce que de temps en temps on voit un peu du death line-up là où Kevin Durant il est quasiment poste 5 là, avec des Joe Harris, Taurean Prince, Levert et Spencer Dinwiddie ou Kyrie, tu vois ? Est-ce c'est que possible, bien sûr, est-ce que tous les micros qui sont penchés sur Kyrie, est-ce que soudainement on entend un peu moins Kyrie et on entend beaucoup plus KD qui sous une nouvelle facette ? Non, et qui sous une nouvelle facette nous dit du coup bah c'est plus moi qu'on doit écouter. Parce que les deux c'est pas des bêtes médiatiques les deux hein. Il y a du taf en termes de supporter le leadership d'une franchise en termes de com. Ils ont des leçons à prendre d'autres mecs hein. Là c'est pas des champions du monde, donc ça effectivement t'as raison d'en parler parce que Kevin Durant il va pas avoir le choix là. Il va pas avoir le choix, il le faut. Là on est en train de voir ce qui se passe avec les Toronto, les Boston, les Milwaukee, etc. KD on le sait, à partir du moment où il peut revenir à peu près au niveau de sa forme globale, c'est le meilleur joueur de la conférence Est. J'adore Giannis, hein, on peut dire toujours, etc. Mais avant que KD se blesse, on en parlait comme le deuxième ou le meilleur joueur au monde. Donc s'il arrive à revenir au max, parfait, incroyable. Et tout ça, petit ingrédient supplémentaire, la petite cerise sur le gâteau, hein, évidemment, fallait pas l'oublier. Vas-y. Et tout ça sous le prisme de l'éviction de Kenny Atkinson, où tout le monde n'arrête pas de dire que si KD avait dit Kenny Atkinson reste, eh bien Kenny Atkinson serait resté. Sûr, exactement. Évidemment. Et donc si ça se passe mal, ça reviendra sur le tapis. Je peux déjà te le garantir. Bien évidemment. Voilà. Mais c'est normal, ça c'est le lot de tout leader. Exactement. C'est le coach peut sauter, le coach peut servir de fusible, mais au bout d'un moment, quand un leader, un grand joueur n'a pas les résultats escomptés, c'est lui qui prend point barre, même si c'est toute l'équipe qui joue mal. C'est ça. Donc KD, ça y est, ça fait 9 mois, 10 mois là, je pense qu'on a eu la blessure, 9 mois à peu près, hein, depuis les finales NBA de l'année dernière, et puis même pendant les playoffs, et donc trop hâte de le voir rejouer et d'avoir ouais, genre les Nets de KD, quoi. Moi, je sais pas toi, mais moi, ça m'intrigue de ouf. C'est incroyable. Ouais, ça y est, regarde l'autre. Il a. Ouais, je le sors tous les ans, hein, c'est le même. Hein. Le wagon à destination de Brooklyn va bientôt démarrer. Ouais, voilà. Veuillez étiqueter votre ticket. Passera, il n'y aura pas d'arrêt à Manhattan. Hein. Non, ça c'est sûr et certain. C'est sans arrêt à Manhattan. Oui, c'est ça. On ne passe pas par le MSG. La station est fermée. Dites-nous qui vous avez en Gérard d'Or dans tous les cas. Nous, Alex, on va terminer avec une dernière section. Allez, le projostic. Exactement, c'est l'heure du projostic. Projostic time. Ouais, le projostic, c'est donc, comme vous le savez tous maintenant, une contraction. Je cherchais le mot contraction. Oui. Entre un pronostic et une projection. Exactement, l'étymologie française avec Alexandre Martin et Bastien Foutagneux tous les jours dans vos salons. Vous le connaissez, c'est le projostic. On se projette un petit peu, comme l'a dit Alex. La liste des courses pour chaque franchise, 24 secondes pour Alex, 24 secondes pour Bibi. Alex, est-ce que tu es chaud ? Allez. 3-2-1 d'Eric Coleman. Moi, je reste persuadé que cette suspension, et Brooklyn fait partie des rares équipes pour lesquelles cette suspension est une bonne nouvelle. Si la saison doit reprendre, ils verront s'il y a du Kyrie, du KD dans les parages. Ils verront s'ils peuvent tester leur nouveau coach. Si la saison 2019-2020 ne doit pas reprendre, il s'agira pendant la pause de faire signer Joe Harris et de travailler sur l'osmose d'équipe. Voilà, ils n'ont qu'une seule mission. Magnifique, 28-65. Pas mal. C'est bien, hein. Écoute, on va essayer de faire aussi bien. Tant qu'on est sous l'orange des 30, on est bon. C'est une nouvelle règle, ça. C'est les nouvelles règles, ouais, clairement. C'est plus l'orange des 24. 3, 2, 1, top chrono. L'effectif
pas grand-chose à redire, hormis des histoires de poste, etc. Mais le talent est là. Le manager, pas grand-chose à redire. Joe Tsai à la tête, pour le moment, pas grand-chose à redire. Je garde mes yeux sur qui va être le coach de ces Nets. À partir du moment où je ne sais pas qui va être le coach de ces Nets, j'arrive pas trop à me projeter. Ça peut être make or break, comme on dit un peu aux States, c'est-à-dire qu'il faut voir si justement il y a un coach qui arrive à faire de cette équipe le prochain gros contender qui va aller mettre des bâtons dans les roues des Bucks, ou sinon, on aura un des plus gros cirques médiatiques de la saison prochaine. Allez hop, ça c'est cadeau. Non, parce que ça peut être ça peut être génial hein, quand même, juste. Les Nets où ça se passe pas très bien, etc. Juste d'un point de vue médiatique, je pense que les gens ne sont pas prêts. On peut se marrer, ouais. Il y a moyen. Ouais. Beaucoup de Gérard. Voilà pour le pronostic. Dites-nous ce que vous pensez de cette review des Nets, ce que vous avez vu de cette saison, le dossier Kenny Atkinson, le retour de KD et ce qui va se passer dans les prochains mois. Alex, nous on se retrouve demain. Exactement, on sort les pots de miel. Parfait, on sortira les pots de miel. Plein de bisous à vous. Ciao.